pour que le caractère d'un être humain dévoile des qualités vraiment exceptionnelles. Il faut avoir la bonne fortune de pouvoir observer son action pendant de longues années. Si cette action est dépouillée de tout égoïsme, si l'idée qui la dirige est d'une générosité sans exemple, s'il est absolument certain qu'elle n'a cherché de récompense nulle part, et qu'au surplus, elle est laissée sur le monde des marques visibles, on est alors sans risque d'erreur devant un caractère inoubliable. Il y a bien des années, je faisais une longue course à pied sur des hauteurs absolument inconnues des touristes, dans cette très vieille région des Alpes qui pénètre en Provence. Cette région est délimitée au sud-est et au sud par le cours moyen de la Durance, entre Sisteron et Mirabeau. Il me sembla apercevoir dans le lointain une petite silhouette noire, debout. Je la pris pour le tronc d'un arbre solitaire. À tout hasard, je me dirigeai vers elle. C'était un berger. Une trentaine de moutons, couchés sur la terre brûlante, se reposaient près de lui. Excellente, d'un trou naturel très profond, au-dessus duquel il avait installé un treuil rudimentaire. Cet homme parlait peu. C'est le fait des solitaires. On le sentait sûr de lui et confiant dans cette assurance. C'était insolite dans ce pays dépouillé de tout. Son ménage était en ordre. Sa vaisselle lavée, son parquet balayé, son fusil graissé, sa soupe bouillait sur le feu. Je remarquai également qu'il était aussi rasé de frais, que tous ses boutons étaient solidement cousus, que ses vêtements étaient reprisés avec le soin minutieux qui rend les reprises invisibles. Il me fit partager sa soupe. Et comme après je lui offrais ma blague à tabac, il me dit qu'il ne fumait pas. Son chien, silencieux comme lui, était bienveillant, sans bassesse. Ne fumait pas. Alla chercher un petit sac et déversa sur la table
un tas de glands. Il faisait un trou dans lequel il mettait un gland, puis il rebouchait le trou. Il plantait des chênes. Je lui demandais si la terre lui appartenait. Il me dit que non. L'année d'après, il y eut la guerre de 14, dans laquelle je fus engagé pendant 5 ans. Les soldats d'infanterie ne pouvaient guère y réfléchir à des armes. À vrai dire, la chose n'avait pas marqué en moi. Je l'avais considéré comme un nanar, une collection de dames, et puis oublié. Ça part de dur là-haut. Mais avec le grand désir de respirer un peu d'air pur. Les chênes de 1910 avaient alors 10 ans et étaient plus hauts que lui et que moi. Le spectacle était impressionnant. J'étais littéralement privé de parole. Et comme lui ne parlait pas, nous passâmes tout le jour en silence à nous promener dans sa forêt. En 1933, il reçut la visite d'un garde forestier éberlué. Ce fonctionnaire lui intima l'ordre de ne pas faire de feu dehors, de peur de mettre en danger la croissance de cette forêt naturelle. C'était la première fois, lui dit cet homme naïf, qu'on voyait pousser une forêt toute seule. De l'eau venaient des hauteurs. C'était celui du vent dans les forêts. Enfin, chose plus étonnante, j'entendis le vrai bruit de l'eau couler dans un bassin. Je vis qu'on avait fabriqué une fontaine, qu'elle était abondante. Chose encore plus étonnante, on avait planté près d'elle un tilleul qui devait déjà avoir... Elzéar Bouffier est mort paisiblement en 1947 à l'hospice de Banon.